C'est vous, Jean Loussaman. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'Institut du Moyen-Orient de l'Université nationale de Singapour, chercheur aussi associé à l'IFRI. J'aimerais d'abord un mot, une réaction sur l'adoption de ce texte. 14 voix pour, une abstention, l'abstention américaine, on va y revenir dans un instant. Ça aura mis 5 mois pour en arriver là. C'est un petit exploit, selon vous? Oui, ce qui est certain, c'est qu'après 3 projets précédents qui avaient été, rejetés par les États-Unis, c'est un moment assez clé, dans le conflit et je pense que ce qui est important, c'est que ça signale, l'extrême frustration de l'administration Biden, comme le reportage le signalait, envers, le premier ministre Netanyahou. Ça signale la frustration américaine également après le propre projet américain de résolution qui, quelques jours auparavant, avait été, lui-même rejeté. Et donc là, on arrive en disant un certain seuil, une impasse sur le plan diplomatique entre les États-Unis et Israël. Hmm. C'est une manœuvre américaine. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier le geste américain, la position américaine avec cette abstention qui a donc permis de faire adopter ce projet de résolution? Je ne pense pas que ce soit une manœuvre. Les Américains avaient dit déjà par le passé que de plus en plus, ils étaient en train de réfléchir à l'idée de ne plus bloquer les résolutions. Et c'est une façon, encore une fois, de signaler aux Israéliens que l'approche qui a été celle de Netanyahou depuis le début ne peut plus marcher. L'administration Biden ne souhaite pas maintenir tel quel le statu quo. Et donc, c'est une façon, encore une fois, de forcer un changement, un revirement dans la stratégie Netanyahou. C'est donc un changement de cap pour vous aujourd'hui, cette position américaine, cette abstention. Washington dément. En même temps, vous le rappeliez, jusque-là, les États-Unis s'étaient toujours opposés au terme cessez-le-feu, hein. Oui, alors, ce qui est certain, c'est que le changement, c'est le fait que les États-Unis se soient abstenus et n'aient pas exprimé leur veto. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont soutenu la résolution, et l'ambassadrice américaine à l'ONU a très rapidement exprimé ses propres réticences vis-à-vis de la résolution. Par ailleurs, le véritable revirement, ce serait, disons, une suspension de l'aide militaire américaine. Et sur ça, je pense que la visite en cours du ministre de la Défense Galante à Washington est peut-être un élément encore plus important à suivre dans les jours qui viennent. Alors justement, on va regarder la réaction israélienne qui ne s'est pas fait attendre, hein, qui est intervenue dans la foulée de ce vote au Conseil de sécurité. Le bureau de Benjamin Netanyahou, il s'agit d'un net recul par rapport à la position constante des États-Unis au Conseil de sécurité depuis le début de la guerre. Voilà pour la réaction du bureau du Premier ministre. Nous n'avons pas le droit moral d'arrêter la guerre tant qu'il y a des otages à Gaza. Ça, c'est le ministre de la Défense, Yoav Gallant, en visite aux États-Unis. Il y a une scission, une fracture qui est en train de s'opérer, d'être confirmée peut-être aujourd'hui? Oui, disons qu'il y a plusieurs scissions. Il y a une scission déjà entre Netanyahou et son ministre de la Défense depuis un certain temps sur les priorités sur cette opération. Il y a également une scission entre Netanyahou et une partie, disons, du cabinet de guerre qui est représenté par les centristes comme Benny Gantz. Et donc là aussi, les Américains sont d'une certaine façon lassés par l'absence de plan clair de Netanyahou. Netanyahou, jusqu'ici, n'a pas souhaité sortir de l'ambiguïté sur l'après-Gaza, en partie pour ménager sa coalition avec l'extrême droite israélienne. Et le résultat est cette stratégie extrêmement confuse et la tragédie humanitaire que l'on voit aujourd'hui à Gaza. Alors j'aimerais maintenant citer le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui disait hier soir ne pas appliquer cette résolution serait impardonnable. On va peut-être regarder par l'image qui est en train de se passer au lendemain de l'adoption de ce texte. Image de Gaza qui ne nous parviennent plus visiblement. Le territoire palestinien qui a à nouveau été massivement frappé, hein, visé la nuit dernière. Le Hamas déplorait au réveil 70 nouveaux morts. On le voit bien, malgré l'adoption de ce texte, les choses ne changent pas sur le terrain. Non, et disons qu'une certaine façon, une résolution de l'ONU, ça nous renvoie ici aux limites du droit international, parce que quels sont les mécanismes coercitifs que le Conseil de sécurité pourrait véritablement utiliser de façon réaliste face à Israël aujourd'hui? Il n'y en a pas. Et c'est pour cela que, d'une certaine façon, c'est moins à New York qu'à Washington que tout va se jouer. C'est plus dans les négociations entre les Israéliens et les Américains sur
l'éventualité d'une opération à Rafah qu'on va savoir si disons, les Israéliens seront obligés de reculer, obligés de réduire, voire de terminer l'opération, ou alors, au contraire, ils estimeront que, quoi qu'il en coûte, ils vont aller à Rafah avec cette offensive. Voilà, ce sont deux volontés qui s'opposent. On a encore entendu Kamala Harris le week-end dernier hausser le ton et tout faire pour tenter de convaincre les Israéliens de ne pas y aller à Rafah, vous le disiez. Et puis en même temps, Benjamin Netanyahou qui répète chaque jour on ne voit pas comment on pourrait faire autrement. Comment est-ce que vous envisagez la suite? Il y a quand même un pas qui a été fait hier soir avec cette première devant le Conseil de sécurité. Pour le moment, ça tarde à se concrétiser sur le terrain. Ça viendra peut-être des médiateurs dans ce dossier? Sur les médiateurs, le problème, c'est déjà ce que l'on voit, c'est que les négociations qui ont été menées ces derniers jours à Doha semblent être au point mort. Les Israéliens, comme le Hamas, rejettent la faute sur l'autre partie. Donc, on est dans une phase qui est extrêmement délicate, puisque d'une certaine façon, les négociations s'essoufflent. Par ailleurs, tout, encore une fois, va être déterminé par la caution ou non des États-Unis. Je pense que ce qui va être très important, c'est si l'administration Biden en vient à suspendre l'aide militaire. Ce serait un geste extrêmement fort et assez inédit dans l'histoire des deux pays. Il faut bien voir qu'il y a toute une dimension de politique intérieure aux États-Unis qui rend la décision extrêmement difficile, puisqu'on arrive dans un calendrier électoral où les républicains aux États-Unis ont à cœur de se présenter comme pro-israéliens et auront à cœur de mettre en cause la solidarité américaine dans le cadre de cette décision de Biden. Donc, tout ça va être extrêmement difficile et je pense que les Américains vont demander extrêmement précisément des garanties de la part du ministre Gallant que s'il y a une opération à Rafah, les conditions de l'aide humanitaire soient améliorées, que les populations ne fassent pas l'objet de dommages collatéraux disproportionnés comme on a pu le voir au cours des derniers mois. Donc tout cela devrait suggérer des discussions extrêmement houleuses dans les jours qui viennent à Washington. Alors que d'autres discussions sont engagées. Vous restez avec nous. On va prendre la direction de Téhéran. Avant cela, je vous parle de la réaction du Hamas, le mouvement islamiste qui a lui aussi salué l'adoption de cette révolution, réagissant hier soir, tout en informant dans le même temps que les médiateurs qu'ils se tenaient à ces demandes initiales en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, c'est-à-dire le retrait des troupes israéliennes, le retour chez eux des déplacés palestiniens et un véritable échange de prisonniers contre les otages qu'ils détiennent, des exigences qui avait été qualifié déjà d'irréaliste par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. On ne voit donc pas très bien dans les faits comment la situation pourrait évoluer. C'est dans ce contexte qu'Ismaël Haniyeh effectue, vous le voyez aujourd'hui, une visite à Téhéran, très symbolique. Le chef du Hamas qui rencontre le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian et d'autres responsables iraniens. Siavosh Ghazi, bonjour. Vous êtes notre correspondant à Téhéran. La résolution est-elle, devant le Conseil de sécurité hier soir, est-elle aujourd'hui un sujet ? Absolument, cette visite n'est pas fortuite, elle n'avait pas été annoncée à l'avance, ni par les Iraniens, ni par le Hamas. Donc, l'Ismaël Haniyeh vient donc à Téhéran au lendemain de l'adoption de cette résolution. Ce n'est pas la première fois que Ismaël Haniyeh vient à Téhéran depuis le début de la guerre à Gaza. Il était venu quelques semaines après le lancement des opérations israéliennes contre la bande de Gaza à Téhéran. Mais à l'époque, la visite n'avait pas été annoncée. On avait appris l'information quelques jours après seulement. Et il avait rencontré donc le guide suprême iranien. Et il y a quelques jours, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a affirmé que la politique de l'Iran est de renforcer de manière continuelle la puissance des forces de la résistance. Les forces de la résistance comprend, selon Téhéran, à la fois le Hamas, mais aussi le djihad islamique, mais aussi le Hezbollah libanais, les Houthis au Yémen, et également les milices chiites irakiennes qui n'ont cessé d'attaquer soit les forces américaines dans la région, soit directement Israël, pour appuyer et soutenir les groupes palestiniens qui se battent contre l'armée israélienne à Gaza. Les Houthis du Yémen qui annoncent avoir attaqué 4 nouveaux navires dans le golfe d'Aden aujourd'hui. Siavosh, ce déplacement en Iran est assez symbolique finalement dans le contexte actuel. Comment est-ce qu'il faut l'interpréter aujourd'hui ?
L'Iran est le principal soutien des groupes palestiniens donc dans la région. Téhéran a constamment soutenu militairement, politiquement et financièrement les groupes palestiniens. Et depuis le début de la guerre à Gaza, Téhéran soutient ces groupes palestiniens en affirmant que l'armée israélienne doit quitter le territoire de la bande de Gaza et que les passages frontaliers avec notamment l'Égypte doivent être réouverts pour l'envoi massif de l'aide alimentaire à la population de Gaza. Et Téhéran estime que 6 mois après le début de la guerre à Gaza, c'est un échec pour Israël, qui est l'ennemi juré de Téhéran. Et Téhéran n'a cessé de soutenir tous ces groupes et ses alliés dans la région pour mettre la pression sur Israël, qui, selon Téhéran, a subi un échec puisque Tel Aviv n'a pas réussi à atteindre ses objectifs, notamment la libération des otages ou encore l'assassinat des responsables du Hamas qui se retrouvent dans la bande de Gaza. Merci beaucoup, Siavosh, en direct de Téhéran. Un dernier mot, Jean Loussamaane, après ces propos en Iran et cette visite, somme toute, assez symbolique. Comment est-ce que vous l'interprétez au lendemain de l'adoption de cette résolution ? Alors, du côté de Téhéran, il y a un effet, disons, d'opportunisme, clairement, puisque d'un côté, Téhéran a, dès le début, dès les attaques du 7 octobre, affirmé très prudemment qu'il n'avait aucune responsabilité dans ces attaques. Mais par ailleurs, on le voit là aujourd'hui, Téhéran joue énormément sur sa proximité, sur le fait que c'est le soutien indéfectible à la fois du Hamas, du djihad islamique, et donc essaie de capitaliser sur le ressentiment extrême aujourd'hui, non seulement à Gaza, mais dans le monde arabe vis-à-vis d'Israël, pour se présenter aujourd'hui comme le leader de la cause palestinienne, ce qui, je pense, va poser problème à un certain nombre d'États dans la région, et en particulier à l'Arabie saoudite. Au-delà de ça, je pense que les négociations sur Gaza, elles sont moins déterminées par ce que M. Haniyeh peut discuter à Téhéran que parce que M. Sinwar, le responsable du Hamas à Gaza et aujourd'hui dans les tunnels de Gaza, va lui-même décider. Donc, il y a aussi un certain décalage entre cette théâtralité diplomatique et la réalité sur le terrain à Gaza. Merci beaucoup, Jean Loussamaane. Merci d'avoir été notre invité du jour en réaction donc, à l'adoption de cette première résolution devant le Conseil de sécurité de l'ONU.